Peut-on concevoir une société sans travail? Thèse. L'homme n'est pas fait pour travailler. Dans les sociétés sans État, le travail est chose méprisable. Antithèse. Grâce au travail, l'homme s'est humanisé. C'est le travail qui le met à l'abri du besoin et de l'oisiveté. Thèse. On peut concevoir une société sans travail. En effet, le travail est une nécessité relative. Il y a des sociétés primitives qui en font peu cas. Il est possible d'espérer qu'un jour, grâce au progrès de la technique, les hommes n'aient plus à travailler. Premier argument. Le travail ne sert qu'à subvenir aux besoins vitaux. S'adressant à Bougainville, le vieil Haïtien dit « Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles la commodité de la vie, mais permets à des êtres sensés de s'arrêter, lorsqu'ils n'auraient à obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. » Diderot, supplément au voyage de Bougainville. Autrement dit, l'homme n'a pas besoin de beaucoup travailler s'il se contente de subvenir à ses besoins naturels. Deuxième argument, le travail n'est pas une valeur absolue. Dans la société contre l'État, Clastres montre que nombre de tribus d'Amérique du Sud, avant de subir l'influence culturelle et économique des Occidentaux, pouvaient vivre très correctement en consacrant un minimum de temps au travail, ce dernier ayant d'ailleurs à leurs yeux une valeur purement négative. Troisième argument, la diminution du temps de travail annonce une société de loisirs. La technique, lorsqu'elle est véritablement mise au service de l'homme, permet de le décharger des tâches contraignantes. Il n'est pas dit qu'au siècle prochain, les hommes ne puissent pas confier aux machines la charge de subvenir à l'ensemble de leurs besoins matériels. En bref, le travail est une contrainte, voire une malédiction. Les sociétés primitives le dévalorisent. Les sociétés développées, grâce à la technique, pourront certainement un jour s'en passer. Antithèse. On ne peut pas concevoir une société sans travail. En effet, le travail est à l'origine même de l'organisation sociale. Les vertus du travail sont bien trop précieuses pour que l'on puisse envisager une société dans laquelle l'homme serait perpétuellement oisif. Premier argument. Toute société vise un bien commun. L'homme est un être qui, tout en étant soumis aux besoins, a toujours cherché à se libérer des contraintes naturelles. Le premier but de toute société est, au moyen du travail, de la répartition des tâches, de permettre aux individus de mener une existence d'être humain, c'est-à-dire d'être pouvant user de la liberté qu'ils ont réussi à conquérir. L'organisation sociale du travail est à l'origine de l'humanisation des ancêtres de l'homme. Deuxième argument. Pénurie et oisiveté sont deux fléaux. Grâce au travail, l'homme produit des richesses et ainsi se met à l'abri du besoin. D'autre part, s'il ne travaillait pas, il ne pourrait pas goûter aux bienfaits du repos. Ainsi que l'écrit Kant, si Adam et Ève étaient restés dans le paradis, l'oisiveté eût fait leur tourment aussi bien que celui des autres hommes. Réflexion sur l'éducation. Troisième argument. Le travail renforce le lien social. Au moyen du travail, l'homme peut, dit Freud, sublimer ses pulsions narcissiques, agressives et érotiques. Voilà qui confère au travail une valeur qui ne le cède en rien à celle que lui confère le fait d'être indispensable à l'individu pour maintenir et justifier son existence au sein de la société. Malaise dans la civilisation. En bref, la notion d'humanité est associée à celle de travail. Le travail fonde et structure la société. Il canalise les énergies individuelles et collectives tout en permettant un accroissement des richesses. Synthèse. Que le travail ait été le principal facteur d'évolution des sociétés, voilà qui est indéniable. S'il devient, aujourd'hui, techniquement possible d'envisager une société sans travail, un grave problème se pose néanmoins. Comment les individus vont-ils occuper leur temps ? Il n'est pas possible de faire machine arrière, d'en revenir à un mode de vie comparable à celui des hommes des sociétés primitives. Il n'est pas non plus possible de penser que tous les membres d'une société puissent, à la manière de l'artiste, du mystique, du philosophe, se suffire à eux-mêmes, en empruntant les voies de la création et de la méditation. Pour l'heure tout au moins, force est d'admettre que le travail demeure nécessaire, au moins pour cette raison. Il reste un puissant remède contre l'ennui. Par ailleurs,
L'homme qui travaille a le sentiment d'être utile à la communauté. Ce sentiment donne un sens à son existence. Notes et commentaires. Louis-Antoine de Bougainville, navigateur français né en 1729 et mort en 1811. Son livre, Voyage autour du monde, est le récit du périple qu'il fit à bord de la Boudeuse entre 1766 et 1769. Dans le supplément au voyage de Bougainville, Diderot prend pour prétexte certains faits rapportés par Bougainville pour exposer sa conception d'une morale de la nature. Citation. C'est toujours par force que les hommes travaillent au-delà de leurs besoins. Et, précisément, cette force-là est absente du monde primitif. L'absence de cette force externe définit même la nature des sociétés primitives. Pierre Clastres, La société contre l'État.